Dans l'épisode du jour, on va prendre le temps de parler de ce que cela signifie que d'être l'aidant de quelqu'un qui est en dépression. Quelquefois, on a des idées en tête ou on croit des choses et ça se passe pas vraiment comme on souhaite. Ainsi, avoir cette véritable notion de comprendre ce qu'est un aidant nous permettra d'avoir un rôle bien plus cadré, de savoir bien mieux te protéger et savoir aussi quoi faire pour soutenir ton proche en dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi sur ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler, je trouve, d'un point qui est très important, un point que je ne mets peut-être pas assez en avant dans le podcast. Eh bien, c'est le fait de comprendre ce que ça signifie vraiment que d'être l'aidant d'une personne qui est en dépression. On va pas se mentir, quelqu'un qui est en dépression n'a pas besoin autant d'aide, on va dire physique, matérielle, qu'une personne qui est en difficulté, par exemple avec un cancer, quelqu'un qui souffre d'Alzheimer ou de Parkinson. Le mot aidant est le mot qui est utilisé, mais ce n'est pas la même implication. C'est-à-dire qu'il y a des gens en dépression, j'ai fait partie de ces personnes qui ont des difficultés de fonctionnement. Donc du coup, c'est vrai que les aider à faire du ménage, les aider à ranger la maison sont des choses que l'on peut faire. Mais on va vite se rendre compte que quand on est aidant de quelqu'un qui est en dépression, on n'est pas sur des choses matérielles. Être l'aidant, c'est être l'aidant de quelqu'un qui traverse une maladie qui est invisible, qui est déroutante, mais qui ne laisse pas la personne complètement non fonctionnelle. De nombreuses personnes qui sont en dépression sont fonctionnelles. Et même, d'après les statistiques selon Manu, je trouve qu'il n'y a pas assez de statistiques sur la dépression à mon goût, mais moi, de ce que je vois à travers le panel de mes clients, le panel des gens que j'ai, par exemple, sur les réseaux sociaux ou qui échangent avec moi par texto, je pourrais te faire à peu près un pourcentage, par exemple, de mes clients sur l'année 2022 à l'année 2024, où j'ai fait toutes mes statistiques qui ne m'appartiennent qu'à moi, on est d'accord, eh bien, je me suis rendu compte que 70% de mes clients étaient fonctionnels, en dépression. 70% des personnes qui étaient en dépression étaient fonctionnelles. Et quand on dit fonctionnels, ils vont travailler, ils gèrent leur quotidien, ils s'occupent de leurs enfants, mais ils souffrent de dépression. Alors, c'est intéressant de savoir que le rôle d'un aidant de quelqu'un qui est en dépression, c'est à la fois simple, exigeant, c'est savoir écouter, savoir être présent, savoir mettre un cadre et savoir mettre des limites, et c'est pas si simple que ça. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir justement ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être l'aidant d'une personne qui est en dépression ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Alors, il y a un point qui est très important et je pense que peut-être que tu le connais, c'est que quand on est aidant de quelque chose, on doit comprendre ce qu'est ce quelque chose, n'est-ce pas ? Si je dois t'aider, par exemple, face à un cancer de la prostate, je dois comprendre ce que c'est que la prostate, où est-ce qu'elle est placée, c'est intéressant. Ça permet de comprendre qu'il faut gérer la dignité de la personne, lui laisser un espace particulier dans les toilettes. Ça va permettre de comprendre qu'elle a peut-être besoin de certaines choses comme des gants, des trucs de lavement. En fait, le simple fait de comprendre pourquoi la personne, ce qu'a comme problème la personne, va nous aider à nous adapter à la situation. Qu'est-ce que tu sais de la dépression ? Je sais que sur ce podcast, je m'efforce de parler en long, en large, en travers de la dépression. Mais il y a beaucoup de choses
qu'on ne prend pas en compte. La dépression, c'est une maladie, un dysfonctionnement de nos très chers neurotransmetteurs qui amène une véritable difficulté psychique à la personne qui se retrouve face à la maladie. Il y a aussi un dysfonctionnement au niveau de notre chair amygdale qui gère nos émotions et le cortex préfrontal qui ne fait pas le filtre et qui fait que la personne est envahie d'idées négatives. La dépression est une maladie qui va du coup toucher le fonctionnement de la personne. C'est quelqu'un qui va se retrouver malheureusement à cause de ces trois dysfonctionnements qui ont l'air très limités, eh bien avec quelqu'un qui est malheureusement avec une fonction négative. C'est quelqu'un qui va se retrouver avec un discours très négatif, une manière de voir les choses, une manière de voir les choses fataliste. C'est quelqu'un qui va se retrouver avec une perte d'énergie, avec une perte de motivation, quelqu'un qui va avoir du mal à se motiver. Lui demander par exemple de ranger par exemple une assiette, eh bien c'est comme si on lui disait allez demain on fait l'Everest et on commence tout de suite. C'est par exemple le fait de se comprendre que la dépression, c'est quelqu'un qui va se retrouver dérobé de son envie de faire les choses, eh bien, c'est aussi intéressant de le comprendre. Par exemple, il y a un truc très simple qui m'est arrivé à peine ce matin. Je me suis levée et j'avais faim. Et du coup, j'avais envie d'un petit déjeuner plutôt sympa. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait des pancakes. Parce que du coup, ça m'a donné envie de manger un truc sympa avec tout simplement du sirop d'érable. C'était incroyable. Mais Manu sait que quand elle était en dépression, elle pouvait avoir envie de pancakes et ne pouvait pas en fait en faire. Le simple fait que de prendre un bol et juste de commencer à mettre la farine dans le bec, dans le verre doseur, c'était la fin du monde. Je ne pouvais pas. Alors aujourd'hui, ce sont des gestes qui sont très simples, et ce sont des gestes qui sont inaccessibles. Être l'aidant de quelqu'un qui est en dépression, c'est comprendre que la personne fonctionne complètement différemment. Tant que je ne comprends pas que ces changements ne sont pas là parce que la personne devrait se bouger les fesses et tout ça, eh bien c'est compliqué de comprendre. Et puis il y a un autre point important. La dépression, c'est long. Donc ça veut dire que quelqu'un qui, au 1er janvier 2025, par exemple, déclare une dépression, personne ne va dire qu'en décembre 2025, cette personne ira mieux. Tout dépend de l'histoire, tout dépend de la forme de la dépression, tout dépend du parcours. Même si les gens disent, et moi-même je l'ai dit et j'ai arrêté de le dire, que oui, il faut à peu près entre 9 et 6 mois à partir du moment de la prise en charge. Bullshit! On ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui prennent des prises en charge depuis des années et qui, à cause d'une dépression résistante, à cause d'une situation familiale répétée, à cause d'éléments différents dans la vie qui peuvent alimenter la dépression, eh bien, on se retrouve avec une dépression qui dure. Et en fait, on a l'impression que parce que la personne, elle a commencé une thérapie en janvier, en novembre, ça devrait être fini. Non, les rechutes existent. Tu sais, par exemple, il y a un point que j'aime bien partager quand j'ai des aidants qui me disent « Ouais, mais ça devrait être rapide ». Quand j'ai fait ma première dépression, donc j'ai ma dépression et je vais un petit peu mieux. Allez, 6 mois avancent et la vida loca. J'apprends que mon papa a un problème de santé. Bon, ok, ça me replonge dans mes histoires familiales. Je vais devenir aidant de mon papa et je me sens pas à la hauteur. Rechute de dépression. Mon papa va mieux et problème financier parce que mon mari doit changer de travail, limite il va se faire virer. C'est un nouveau stress. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans nos vies, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et quand on est sujet à la dépression, ce genre de situation de vie que certains peuvent qualifier de petites épreuves de la vie peuvent être des choses qui peuvent alimenter la dépression. Alors je peux de janvier 2025 à novembre 2025 faire une très bonne thérapie, mais entre-temps je peux perdre ma grand-mère, je peux perdre des difficultés financières, je peux me retrouver avec plein de problèmes de vie qui vont alimenter mon état dépressif, même si je fais tous les efforts et être en difficulté. Et puis des fois, c'est des choses qui sont visibles. Donc du coup, on donne un peu de crédit à notre proche. Mais quelquefois, c'est invisible. Par exemple, personne ne s'attend à ce que Noël soit une véritable catastrophe pour les personnes en dépression. Quand, par exemple, ma dépression, je découvre qu'elle vient des problématiques de mon enfance, même si mon parent ne m'a pas violée, excusez-moi du terme, ou ne m'a pas fracassée, ça peut être des choses qui peuvent ressortir et du coup alimenter aussi la dépression. Alors ce moment joyeux, on est censé partager des cadeaux et remercier notre petit Jésus, part en steak, parce que du coup je me retrouve dans un environnement qui me rappelle des difficultés psychiques.
Donc, c'est intéressant quand on est un aidant de quelqu'un qui est en dépression, de comprendre que même si la personne, elle est fonctionnelle, même si la personne n'a pas besoin de nous dans la vie de tous les jours, elle est face à une maladie qui est très invalidante, une maladie qui est très difficile, parce qu'on ne vit pas dans un monde qui est un long fleuve tranquille. Et puis, comme on a aussi quelquefois la vision bien biaisée de la dépression, tu sais, cette vision que le dépressif doit être allongé au fond de son lit à nous quémander de l'attention, eh bien, on peut être aussi frustré de voir qu'on a quelqu'un qui est en souffrance psychique, mais qui ne demande pas d'attention, qui travaille toujours, qui fait son quotidien. Et là, ça peut être agaçant. Il y a un autre point aussi qui montre qu'être aidant, ce qu'il faut comprendre ce que ça signifie, c'est que toi, tu as compris que quelqu'un qui est en dépression se doit d'aller faire une thérapie. Mais c'est quelque chose que ton proche n'a pas compris. Et souvent, c'est ce point de rupture qui est très rapide avec la personne qui est en dépression. Puisque tu ne refuses toute aide et que tu ne fais absolument rien, eh bien, je vais arrêter de t'aider. Et beaucoup de gens me disent, mais Manuela, c'est pas normal, c'est pas logique que mon proche en dépression ne comprenne pas qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un. Tu sais, si tu fais un sondage dans la rue, encore une fois, les sondages à la Manu, mais je pense que Ipsos et tout le bazar, ils ont fait des sondages là-dessus, et que tu leur demandes à quoi sert un psy, tu seras surpris de te rendre compte que pour beaucoup de personnes, le psy signifie parler et raconter sa vie. Et qu'il n'y a jamais la notion de qu'est-ce que le psy peut t'apporter. On voit juste ce qu'on doit faire, donc parler à la personne, raconter sa vie, mais on ne voit pas la notion que le psychologue peut venir aider quelqu'un à dépasser ses problématiques de vie. Tu vas avoir du mal à avoir des gens qui vont avoir ce raisonnement. Ainsi, toi, quand tu vois ton proche en dépression, en souffrance psychique, tu t'es un petit peu renseigné, tu t'es dit, faut aller voir quelqu'un. Mais tu as une vision extérieure. Toi, tu as un fonctionnement extérieur, tu n'es pas dans le problème. Et donc, du coup, tu n'es pas confronté à la vraie problématique de la société française, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, aller voir un psy, c'est une honte totale. Faut pas oublier que la psychologie et même la psychiatrie sont des disciplines très jeunes, et ce sont des disciplines qui sont extrêmement stéréotypées. Ce sont des disciplines qui ont été essentiellement tournées autour des femmes, dans les années à la fin du 19e siècle, où on a commencé un petit peu à mettre en évidence les problématiques psychologiques, et ça s'est essentiellement entouré autour de femmes. Ce qui fait que les femmes sont plus à même à aller voir un psychologue qu'un homme. Et quelles sont les personnes en dépression qui ont souvent un refus total d'aller voir quelqu'un? Nos chères personnes XY, les hommes. Au-delà du fait que la psychiatrie, la psychologie a été beaucoup associée au féminin et que notre cher patriarcat a fait un peu de bordel là-dessus sur le fait qu'un homme doit être fort, un homme doit tenir, un homme ne doit pas être une femmelette, il y a aussi le fait que c'est très mal vu que d'aller parler de ses problèmes, sachant qu'en plus, nous les femmes, nous avons appris dans notre sororité féminine à aller exprimer nos émotions, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Et puis, il y a un autre point aussi que je vais en profiter de poser sur la table pour comprendre ce que ça signifie que d'être l'aidant de quelqu'un qui est en dépression. C'est que la dépression des hommes est différente de celle des femmes. Beaucoup d'hommes en dépression sont fonctionnels, vont faire du sport, vont gérer leur quotidien. Ils vont être un peu plus agressifs, irritables, avec beaucoup de colère. Alors que souvent les femmes en dépression vont être bien plus amorphes, un peu plus dans leur lit, avec beaucoup de crises de larmes et de tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver chez l'un et chez l'autre les signes de l'un et de l'autre. Par exemple, moi j'ai été une dépressive extrêmement colérique, extrêmement agressive et larmoyante. Voilà. Et en fait, c'est juste qu'il faut bien comprendre que la problématique de notre société, c'est que, étant donné qu'on a cette vision très particulière de la dépression, que pour nous, parler à un psy, ça peut paraître quelque chose de bien, mais que la société a cassé un peu ce côté-là, que même si on parle de santé mentale, on ne parle pas d'aider quelqu'un à aller comprendre le bien fondé d'aller voir un psy. Quand on est en souffrance psychique, on nous a appris dans notre vie que quand ça va pas, il faut se centrer sur soi pour repartir. C'est ce que font les gens en dépression. Alors, ce que signifie être l'aidant de quelqu'un qui est en dépression, c'est comprendre que notre société ne met pas un espèce de chemin clair et précis pour aider les gens à aller vers la thérapie.
Et que si tu trouves que ton proche exagère et que tu devrais lui mettre des baffes pour qu'il comprenne cela, sache que ta chère Manu a mis presque 2 ans à aller voir un psy, parce que même si je suis une femme et une femme qui aurait dû facilement aller voir un thérapeute, dans ma culture, ça n'a pas du tout sa place. Pareil, si tu as une culture, on va dire, maghrébine, africaine, ou alors les pays de l'Est, etc., dans la vie, on nous a pas fait de cadeaux, donc il faut se battre, aller pleurer et voir un psy, c'est pas chez nous. Donc, il y a un point important à savoir. En tant qu'aidant, tu dois comprendre la dépression de ton proche, et tu dois comprendre aussi comment la société traite la santé mentale. Parce que ça va te permettre de ne pas avoir envie de secouer ton proche qui refuse d'aller voir un psy, mais de comprendre qu'il a été conditionné dans cette situation. Tu vois, quand tu prends ces dimensions, ça met quelque chose de complètement différent sur l'aide que tu vas apporter à ton proche. Déjà, tu ne t'auto-centres pas sur juste son fonctionnement, tu prends un recul pour voir comment la dépression et comment les travers de la société s'appliquent chez la personne. Ainsi, le simple fait de comprendre ces choses, ça va te permettre vraiment aussi de pouvoir avoir cette connaissance non négociable que tu dois avoir sur la dépression, sur la réalité de la maladie, et ça va impacter ton discours, ta manière de parler sur des choses, ta douceur, ta bienveillance, parce que tu comprends dans l'ensemble pourquoi notre société, pourquoi mon proche refuse de la thérapie, pourquoi la société met la dépression aussi vraiment de côté et n'accepte pas dans son ensemble ce que signifie vraiment la maladie. Maintenant qu'on a compris la notion de dépression, car c'est vraiment une notion très importante et il y a tellement de choses qu'on devrait encore aborder, mais ce n'est pas le cas. C'est intéressant de comprendre ensuite que la dépression, c'est apprendre à naviguer dans l'invisible. Quand je parle d'invisible, de quoi est-ce que je parle vraiment ? En fait, quand on est aidant de quelqu'un qui est en dépression, ce qui est difficile, c'est que, les autres ne sont pas forcément conscients qu'on est aidant de quelqu'un qui est en dépression. Parce que quelqu'un qui est en dépression, c'est pas quelqu'un qui a une canne, c'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, c'est pas quelqu'un qui a des cheveux blancs, c'est pas quelqu'un qui arrive pas à se mouvoir, c'est quelqu'un qui a appris peut-être des fois à être poker face devant la terre entière et ça ne se voit pas. La dépression n'est pas toujours visible. C'est une maladie, en fait, qui n'est pas simple. Et c'est une maladie, en fait, d'une certaine manière, qui doit permettre de reconnaître que on doit être capable de voir quand l'autre est pas bien. C'est pas toujours simple de voir. Tu sais, par exemple, moi, en tant que thérapeute dépression, j'aime bien poser la question en début de séance à mes clients, comment ça va ? Et dans le comment ça va, un client sur 2 me fait le coup d'un grand sourire, et quand je parle de mes clients, je parle de mes clients en dépression, me font un grand sourire et me disent « Oh non, non, moi ça va ». Et je pourrais passer au-dessus et puis commencer la séance. Mais Manuela est thérapeute dépression, Manuela a l'expérience sur la dépression, Manuela a elle-même été dépressive, et je regarde la personne et je lui dis, bon, arrête de me faire des cracks, dis-moi comment tu ressens les choses vraiment. Je force un petit peu mes clients à apprendre à dire ça ne va pas, puisque la société nous a appris à dire ça va. Et en fait, c'est ça le problème. La dépression, c'est invisible. On doit être capable de reconnaître quand l'autre va mal, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Ainsi, c'est plutôt des comportements qui vont t'aider à comprendre les choses. Tu vois, être aidant, c'est être capable de voir quand l'autre n'est pas bien, quand l'autre va peut-être être un peu plus renfermé sur lui-même, un petit peu plus irritable que d'habitude, quand la personne va être un peu plus triste, un peu plus négative, ou alors avoir des comportements très amorphes ou ne plus parler. Être aidant, c'est vraiment être capable d'accepter que la prévisibilité ne fonctionnera pas. La vie est imprévisible pour un dépressif. Un coup, il va bien, un coup, il va pas bien. Et c'est ainsi que être aidant, c'est comprendre que cela nécessite énormément de patience, d'apprendre à lire les nuances. Quand on commence à comprendre cette notion de nuance, ça va nous permettre de nous rendre compte que l'invisible est visible. Plus on est vigilant sur des choses simples comme le repli extrême, des propos très négatifs, de la négativité, etc., plus on va pouvoir apporter de l'aide à notre aidant. Ainsi, observer toutes ces choses, ça va nous aider de pouvoir voir un peu la personne, comment elle va et dans quelle direction elle va. Ainsi, pour être aidant de quelqu'un qui est en dépression, il faut prendre régulièrement de ses nouvelles.
Il faut parler régulièrement de ses émotions. Il faut aider la personne à exprimer un peu ce qu'elle ressent. Voilà ce que ça signifie être aidant de quelqu'un qui est en dépression. Ainsi, le fait que je comprenne bien que ce ne sera pas toujours visible à mes yeux m'implique d'avoir une conversation et une communication récurrente. Alors, c'est pour ça que quand on est aidant de quelqu'un qui est en dépression et qui ne vit pas chez nous, eh bien, notre job, c'est de garder du contact. En plus, être aidant de quelqu'un qui est en dépression et garder du contact, ça aide justement à couper l'isolement social dans lequel le dépressif ou la personne en dépression, bien sûr, on va plutôt utiliser ce terme, eh bien, du coup, va s'isoler et on va éviter que la personne tombe dans l'isolement. Ainsi, être aidant, c'est comprendre la dépression, c'est comprendre que la société amène cette difficulté, mais c'est aussi comprendre que c'est une maladie invisible et que notre job principal sera de pouvoir prendre régulièrement la température de l'humeur de la personne. Ensuite, une fois qu'on a compris toutes ces choses, là on va arriver dans la notion d'aider, c'est-à-dire de le pratico-pratique. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, c'est là que c'est le point le plus complexe. Aider quelqu'un qui est en dépression, c'est apprendre à aider sans se sacrifier. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot se sacrifier? Parce que la dépression, tu sais, j'ai fait tout un plaidoirie au début pour te faire comprendre que la dépression, c'est long. C'est une maladie qui est longue. Ainsi, le but, c'est que tu puisses toujours être présent sans tout simplement t'oublier. Parce que on peut très vite s'épuiser, on peut très vite devenir indispensable et ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Le but, c'est de soutenir la personne, d'être là pour elle, d'être présent, d'être encourageant, mais sans que cette situation nous bouffe. Je sais que j'aime pas dire ça, mais j'ai été quelqu'un qui est en dépression et je sais que quelqu'un qui est en dépression est un pompeur d'énergie. Pourquoi? Eh bien, pour la scène suivante, la plus simple au monde. Tu vas parler à quelqu'un qui est à ton proche en dépression et il va te sortir toute la négativité qu'il a au fond de lui-même. On a appris dans notre vie que le négatif n'est pas là pour nous aider. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va chercher du positif. Et ça demande de l'énergie. Se battre contre quelqu'un qui est négatif et lui faire comprendre que cette personne a tort et du coup faire le travail nécessaire pour lui montrer les choses positives, ça prend de l'énergie. Remonter le moral de quelqu'un, être toujours positif, lui montrer toujours le côté sympa des choses, c'est ça qui est le rôle le plus compliqué que peut avoir un aidant. Parce que du coup, la personne nous tire vers le bas et nous, nos ressources, on va apporter nos ressources personnelles et c'est ça qui peuvent nous impliquer. Trop d'implication fatigue et peut être difficile. Mais le but, c'est pas non plus d'être dans une distance complète. Ainsi, être aidant de quelqu'un qui est en dépression, c'est être dans l'équilibre. L'équilibre, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend quand on est face à quelqu'un qui est en dépression. D'ailleurs, c'est sur quoi je travaille actuellement. Au moment où j'enregistre l'épisode de podcast, nous sommes en novembre et normalement, dans les semaines qui suivent, il va y avoir le Black Friday. Alors du coup, je mettrai à disposition les formations de Mac Daily Pression sur comment aider quelqu'un qui est en dépression, une formation qui aura été complètement refaite. Si tu écoutes l'épisode de podcast bien plus tard, eh bien sous la vidéo, tu auras accès à la formation sur comment aider quelqu'un qui est en dépression qui a été entièrement refaite. Sinon, le vendredi du Black Friday, il y aura 2 épisodes de podcast à disposition pour présenter les formations à disposition, dont celle de aider quelqu'un qui est en dépression. Alors du coup, je t'invite à te préparer à l'épisode de la semaine prochaine qui te montrera justement comment appliquer et voir bien plus ce que tu apprends dans l'épisode du jour. Alors oui, apprendre à aider, c'est aussi apprendre à mettre une distance émotionnelle avec son proche qui est en dépression. Si on y met trop d'émotions, malheureusement, on va se perdre et saturer par la personne qui est en dépression. Et il faut pas avoir peur de dire les choses. Tu sais, ici, chez My Daily Pression, on dit les choses telles qu'elles sont réellement. Et oui, quelqu'un qui est en dépression peut te bouffer. Et j'ai été quelqu'un qui est en dépression, j'ai été aidante de quelqu'un qui est en dépression. Faut pas qu'on ait honte de dire ces choses. Et du coup, c'est pour ça que ce que ça signifie qu'être aidant de quelqu'un en dépression, c'est aider sans se sacrifier. Si je me fais bouffer, je peux pas rester être un aidant.
Ainsi, l'équilibre est la clé. Par exemple, le simple fait que d'éviter les conversations où il faut prouver par A plus B à notre proche en dépression que sa vie est incroyable. Non, sa vie n'est pas incroyable. Deuxièmement, à chaque fois que quelqu'un en dépression va mettre de la négativité, essayer de mettre du positif. Des fois, c'est intéressant, mais des fois, ça ne sert absolument à rien. Des fois, il faut pas avoir peur de laisser un peu la personne dans le négatif parce que c'est pas toi qui va la sortir du négatif, c'est la thérapie. Ainsi, des fois, juste dire je comprends. Ce n'est pas simple, mais je suis là. Ça permet d'éviter de tomber dans des espèces de conversations, tu sais, où tu vas prouver par A plus B que le positif est là, mais avec quelqu'un qui est en dépression, tu pourras recommencer 5 minutes après. Voilà pourquoi aider, c'est pas se sacrifier, c'est pas non plus s'épuiser. Quand on est aidant de quelqu'un qui est en dépression, on a souvent tendance à écouter tous les podcasts de Manu et à dire à son proche, tu devrais faire ça, ça, ça et ça, 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 et ça. Et du coup, ta liste à toi, elle part en steak. Parce que toi, ce que tu ne te rends pas compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire face à la dépression. Mais quand on est face à quelqu'un qui est en dépression, rappelle-toi que lui, pour sortir de la dépression, c'est comme s'il était au niveau, tu sais, des profondeurs de l'océan et que de tous les profondeurs de l'océan, il faut qu'il aille sur le mont Everest. Ainsi, de moins à peu près 10 000 mètres, 10 000 mètres, donc 10 kilomètres, il faut monter ensuite 8 000 kilomètres. Donc, en gros, la personne en dépression, elle n'a pas compris qu'elle était déjà sur la planète Terre et qu'elle n'a pas autant à faire. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important pour toi de ne pas tomber dans ce piège et de te préserver. C'est ça que ça signifie, être l'aidant de quelqu'un qui est en dépression. Je vais t'aider à la hauteur de ce que je peux faire, mais je ne te sortirai pas de ta dépression. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? J'encourage aux soins professionnels. Parce que c'est vrai qu'on a envie de tordre le cou de notre proche qui refuse la thérapie, n'est-ce pas? On a envie de lui faire « Mais pourquoi tu comprends pas ?» Et ça, c'est entièrement normal. Parce que ça nous permettrait, surtout si on est en couple, que notre vie change, que les problèmes partent, qu'on se retrouve pas avec du rejet, de la perte de sentiments et blablabla. C'est pour ça qu'il faut se rappeler que ton job, c'est d'aider sans te sacrifier, mais c'est aussi d'encourager vers les professionnels. Et l'encouragement que tu vas faire, il va être subtil. Moi, j'aime bien dire que quand on veut aider quelqu'un à aller voir un thérapeute, ça sert à rien de lui dire face à face à chaque fois que la personne, on trouve qu'il faut lui dire. Par contre, quand elle vient chercher notre aide, de lui rappeler que je ne suis qu'un aidant et que la personne qui peut t'aider, c'est un professionnel. T'es triste et tu veux vider ton sac? Ah bah non. Ah bah non, parce que si tu vides ton sac, tu vas croire que je suis ton professionnel de santé. Je ne suis pas ton psychologue, je ne suis pas ton psychiatre, je suis ton aidant. Et moi, en tant qu'aidant, je suis là pour t'encourager, te faire des blagues, te faire un peu à manger. Mais si tu pleures et tu as besoin de vider ton sac et que tu as besoin de réussir à aller de l'avant, je peux pas t'aider. Toi, tu me vides ton sac. Mais je fais quoi de ton sac? C'est moi qui porte quelque chose que je n'ai pas la capacité de porter. Alors qu'un thérapeute, quand tu lui vides ton sac, il sait comment te le rendre plus allégé et comment reprendre le cours de ta vie. Ainsi, le simple fait de montrer à la personne que j'ai des limites, c'est intéressant. C'est bien aussi de dédramatiser l'idée de la consultation, par exemple de faire croire que c'est bon parler à un psychiatre ou un psychologue, c'est comme ça qu'on sort de la dépression. Si c'était ça, tout le monde le ferait. Non, sortir de la dépression, c'est pas parler à quelqu'un qui va juste juste nous écouter puis demain c'est fini. Ça marche pas comme ça. Ça c'est la psychanalyse qui aujourd'hui a de plus en plus disparu. Et aller voir un thérapeute, c'est aller voir quelqu'un qui va nous aider à comprendre pourquoi on est en dépression, de quels sont les éléments qui ont favorisé la dépression, mais surtout réapproprier nos émotions, réapproprier notre fonctionnement, retrouver un équilibre de vie pour se débarrasser de la dépression. Et dans certains cas, être soutenu pendant un temps par un traitement. C'est intéressant d'avoir un petit discours déjà préparé de ce qui est prêt à être sorti régulièrement pour te permettre d'une certaine manière, de manière régulière, de montrer que ce n'est pas ton job. Être l'aidant de quelqu'un qui est en dépression, c'est aussi accepter ses propres limites et ses émotions. Quand on est aidant de quelqu'un en dépression, est-ce qu'on a le droit de ressentir de l'inquiétude? Bah ouais. Est-ce qu'on a le droit des fois d'être stressé pour notre proche que l'on aime tant? Bah ouais. Est-ce qu'on a peur quelquefois que peut-être la personne peut tomber dans une dépendance affective par rapport à nous? Bah ouais. Est-ce qu'on a peur que
d'être vraiment impuissant face à la dépression de notre proche? Bah ouais. Est-ce que on est frustré de ne pas recevoir l'amour que l'on devrait recevoir de cette personne? Bah ouais. Et c'est ça aussi être aidant de quelqu'un qui est en dépression. C'est se retrouver face aux limites de notre position d'aidant, aux limites face à notre position d'amoureux avec la personne et ce que l'on peut faire en fait. Ainsi, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est de savoir que tu dois aussi prendre soin de toi. C'est un rôle qui est très humain, mais c'est pas un poste de super-héros. Donc, en acceptant tes propres limites et tes émotions, ça te permettra de mettre un cadre à la personne. Ah bah là, chérie, t'es bien gentil, mais ça fait 2 jours que tu m'as pas fait le moindre bisou, et là tu veux que je t'encourage, j'ai quand même besoin d'un bisou. Ah bah oui, il faut le dire, faut pas avoir peur de dire les choses. Oui, mais mon proche en dépression, il a besoin d'être aidé. J'ai besoin de bisous. Et mais il peut pas me donner un bisou. Ah bah tu me prends la main, tu me fais une caresse, tu me fais un cadeau, mais j'ai besoin de quelque chose. Le simple fait de comprendre ça, ça permet aussi de pouvoir avancer. On peut comprendre pourquoi la personne en dépression ne nous donne pas ce qu'on a besoin en termes d'affection. Mais ça ne veut pas dire que l'on doit, sous couvert de dépression, tout accepter. J'ai été une conjointe en dépression et j'avais beaucoup de mal à aller vers mon mari pour faire un bisou ou le tenir la main. Par contre, ce que je faisais, c'était que on s'asseyait ensemble côte à côte, je mettais ma tête sur son épaule, j'essayais de montrer que j'étais quand même présente. Et je suis quelqu'un avec un style d'attachement dit évitant. Voilà, on va remettre un cadre aussi sur ce point. Pour montrer que même si j'étais évitante, je suis pas une sorcière qui a oublié à quel point mon conjoint avait des besoins, parce qu'il me les a exprimés. Et j'ai écouté. Ainsi, c'est possible de trouver l'équilibre. En acceptant ses limites, en acceptant ses émotions, en mettant aussi un cadre à notre conjoint en dépression, ça permet aussi d'une certaine manière de trouver l'équilibre. En fait, tu vois, quand on voit tout ce qui a été exprimé aujourd'hui dans cet épisode, c'est pas simple d'être l'aidant de quelqu'un qui est en dépression. Mais c'est intéressant de se rendre compte que ce que ça signifie réellement. Être face à quelqu'un qui est en dépression, c'est avoir une vraie connaissance de la maladie et de la vision de la société. Parce qu'on peut très vite juger la personne et croire qu'en fait, elle a un peu abusé dans son comportement. Mais non, notre société ne crée pas des terrains et des chemins prêts pour montrer à la personne ce qu'elle doit faire pour prendre soin de sa santé mentale. Sinon, ce serait trop simple. C'est intéressant de comprendre que quand on a compris tous ces éléments-là, on se rend compte qu'on est quand même face à quelqu'un qui, du coup, va avoir du mal à aller voir un psy, va avoir du mal à exprimer ses émotions, car le patriarcat a un petit peu appris aux hommes à fermer leur bouche et à se taire. Le simple fait d'avoir une bonne compréhension nous permet de voir comment la dépression va se manifester et comment on doit apprendre à se préserver de la dépression. C'est aussi intéressant de savoir que la dépression, c'est la maladie de l'invisibilité et que tout n'est pas forcément toujours visible, qu'on doit apprendre à reconnaître quand l'autre n'est pas bien, l'imprévisibilité de ses changements d'humeur, les nuances, et que quand on est avec quelqu'un qui a un comportement 100% négatif, cette personne peut nous happer dans sa négativité. Puisque nous, on a appris que contre le négatif, il faut du positif. On a tendance à aller là-dedans et on se fait bouffer par la dépression. Alors ainsi, comprendre qu'aider, c'est sans se sacrifier. Je vais soutenir, mais je vais pas m'épuiser. Ainsi, je vais des fois dire, ton sac, je peux pas le porter. Par contre, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais par contre, c'est être présent. Par des textos, par des petits gestes d'attention, par des moments sympas, par des invitations, par des appels. Là, on peut être présent. On peut être aussi encourageant. Féliciter la personne. Oh, c'est très bien ce que t'as fait. Regarde, t'as réussi à faire ça. Je suis fière de toi. Mais ça veut dire observer la personne et voir ses progrès. Alors forcément, ce qui est le plus difficile, c'est quand la personne refuse d'aller voir un thérapeute. Mais bon, notre société ne nous aide pas vraiment à comprendre à quel point le psychologue ou le psychiatre sont des éléments très importants. Par contre, c'est bien pour toi que tu définisses que ce n'est pas ton job. Et oui, toi, tu ne sais pas quoi faire de son sac. Ainsi, le simple fait de comprendre que tu n'es pas, toi, la personne qu'il faudrait pour vider ton sac, enfin le sac de ton proche en dépression, c'est vraiment top. Bien sûr, on va être vigilant face à notre conjoint, notre proche, notre enfant, mais on va aussi apprendre à accepter nos propres limites. C'est aussi comprendre que des fois, on va être très inquiet. On va se sentir extrêmement impuissant, frustré. Et des fois, nous-mêmes, on peut avoir besoin de soutien. Tu vois, c'est pour ça que je fais mon job d'accompagner les gens qui ont un proche en dépression.
C'est des accompagnements qui sont quand même assez courts, mais qui permettent en fait d'avoir le soutien nécessaire et l'apprentissage pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui est en dépression. Alors si tu veux travailler avec moi, n'hésite jamais. Il suffit de réserver un appel découverte avec moi. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vraiment, on a vu beaucoup de choses dans l'épisode d'aujourd'hui et je voulais vraiment remettre un petit peu sur la table ce que ça signifie vraiment d'être aidante de quelqu'un qui est en dépression. Le simple fait de comprendre tous ces points va te montrer que oui, tu n'auras pas la même façon d'être aidant que quelqu'un qui a Parkinson, Alzheimer ou une autre maladie, que tu n'es pas thérapeute, que tu vas aider avec des petites choses du quotidien, mais des fois on ne vit pas avec la personne. Souvent dans énormément de cas, on est très loin, mais que être aidant, c'est aussi observer et réagir quand ça ne va pas, mais c'est aussi se préserver soi-même. Alors non, ce n'est pas beaucoup de choses à faire, c'est pas un travail 24 heures sur 24, c'est pas toi qui va porter la maladie, c'est pas toi qui va trouver des solutions, c'est pas toi qui doit être parfait. Mais ce qui compte vraiment, c'est ta présence, ta patience, ta douceur et ton encouragement. En mettant toutes ces choses en place, tu réussiras à avoir un rôle d'aidant équilibré, et tu apporteras le soutien nécessaire à ton proche. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu, t'aura encouragé, t'aura un petit peu montré les actions à faire par rapport à l'aidant. J'ai hâte de te présenter cette nouvelle formation qui arrive très très vite pour t'aider justement à avoir le job d'aidant parfait pour ton proche. Et ben moi je te dis à très vite lors d'un prochain épisode du podcast. Ciao!